Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent « Il n'y aura pas d'État palestinien », journal d'un négociateur en Palestine. De Ziad Klo. J'ai acheté un billet d'avion, El Al. Destination aéroport Ben Gourion. Tel Aviv. Israël. Il y a 60 ans, ma mère est née à quelques dizaines de kilomètres de là. À Haïfa, en Palestine. Ainsi débute le récit du retour de Ziad Klo, petit-fils d'exilés palestiniens. À Ramallah, il accepte un poste de conseiller juridique auprès de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, et devient négociateur, participant aux pourparlers qui devaient mener à la création de l'État palestinien avant la fin de l'année 2008. Mais il se résout rapidement à l'évidence. Le processus de paix est un spectacle, une farce, qui se joue au détriment de la réconciliation palestinienne, au prix du sang versé à Gaza. Et je suis en train de devenir bien malgré moi un des acteurs de ce drame. L'auteur nous plonge au cœur du processus de paix, dévoile les faux-semblants, les manœuvres des partis menées en coulisses et les rivalités internes et internationales qui contribuent à alimenter le fantasme de la solution des deux États. Ce témoignage édifiant, imprégné d'histoires personnelles, montre comment et pourquoi les négociations visant à créer l'État palestinien sont devenues vaines. Pour l'ex-négociateur, une solution pacifique à ce conflit ne peut plus passer que par un État unique au sein duquel Palestiniens et Israéliens devront vivre ensemble. Ce pays hybride, israéltine, est d'ailleurs déjà là. Ziad Klo est né en 1977. Sa famille maternelle est d'origine palestinienne. Français, il a vécu à Paris, en Égypte, en Israël-Palestine et dans le Golfe. Avocat, il est diplômé de l'Université Paris II Assas et de Sciences Po. Des notes sont disponibles sur les éditions papier et électroniques du livre. Chapitre 1. Aéroport Charles de Gaulle. Septembre 2007. J'ai acheté un billet d'avion, El Al. Destination aéroport Ben Gourion. Tel Aviv. Israël. Il y a 60 ans, ma mère est née à quelques dizaines de kilomètres de là. À Haïfa, en Palestine. J'ai acheté ce ticket sur Internet. Il était moins cher que ceux proposés par les compagnies aériennes concurrentes. Peu importe. Je me suis fait violence. Cet achat vaut pour moi reconnaissance de l'État d'Israël. Peut-être vaut-il mieux aussi se jeter directement dans la gueule du loup. Malgré un prénom à consonance arabe, je n'ai rien à cacher. Je me suis convaincu que c'est la dimension symbolique de l'achat qui a prévalu. Israël est pour moi une réalité, un État dont je ne peux faire abstraction. J'ai été élevé et éduqué en France. Son histoire est la mienne, y compris ses pages les plus sombres. La Seconde Guerre mondiale, la collaboration et la complicité du gouvernement de Vichy dans le génocide juif. Ces drames, je ne les ai pas connus, mais ils font partie de ma mémoire, même reconstituée. Mon père est normand. Né à Saint-Pierre-Église, dans le Cotentin. Je connais la Normandie, son charme vert et pluvieux et ses déjeuners en famille. Par la force des choses, je ne connais pas la Palestine. J'ai eu 30 ans il y a peu. Il était temps pour moi de la connaître. L'heure du départ a sonné. Ou l'heure du retour, je ne sais pas très bien. En préambule d'un séjour plus long, je compte parcourir Israël et les territoires occupés palestiniens. J'aimerais y trouver un travail. Je suis avocat. Enseigner le droit dans une université palestinienne pendant 1 an ou plus me semble être un projet sain et à ma portée. J'ai été mis en garde par des amis israéliens. Il faut être à l'aéroport pour l'enregistrement au moins 3 heures avant le départ. La sécurité d'El Al ne plaisante pas. Fort de ses recommandations, mon père a accepté de m'accompagner à Roissy aux aurores. Il est à peine 5 heures du matin, lorsque nous nous présentons à l'enregistrement de la compagnie aérienne à Charles de Gaulle. Nous sommes les premiers sur place. L'aéroport est vide. Les comptoirs ouvrent une dizaine de minutes plus tard et, avec eux, quelques petits pupitres où de jeunes employés vont se livrer aux interrogatoires de circonstance. Au milieu du vieil aéroport de Roissy, alors que le jour n'est pas encore levé,
La mise en scène m'interpelle. Des cordons de sécurité ont été dressés. J'identifie des caméras au plafond. Tout ceci est un poil intimidant. Je suis accueilli par un jeune homme poli. Il m'explique en anglais que par mesure de sécurité, il va me poser quelques questions. Il me demande mon passeport. L'ouvre. Il prend connaissance de mon nom et me regarde dans les yeux. Ziad? Dit-il d'un ton interrogateur. Ziad Klo, je lui réponds oui, c'est mon nom. Pourquoi vous rendez-vous en Israël? Je m'y rends en congé. Les questions s'enchaînent rapidement. Il s'intéresse aux détails de mon séjour. Ai-je des connaissances en Israël? Oui. Où est-ce que je compte loger? Chez des amis à Tel Aviv. Il me demande de préciser leur identité, leur numéro de téléphone. Je lui donne ce que j'ai. Et à Jérusalem. Je logerai à l'hôtel. Lequel? Je lui précise l'adresse de l'auberge où j'ai réservé une chambre. Je lui montre dans mon guide de quoi il s'agit. Il examine rapidement le livre qui s'intitule « Israël et les territoires palestiniens ». Il pointe du doigt la mention « territoire palestinien ». Vous comptez aller là-bas? Non. Mais je compte aussi aller à Bethléem. C'est dans les territoires. Il examine de nouveau mon passeport. Il veut maintenant savoir quel est mon métier. Avocat, est ma réponse. Dans quel domaine? Je lui explique vaguement ce en quoi consiste ma pratique professionnelle au sein d'un cabinet d'affaires parisien. Je ne précise naturellement pas que je suis démissionnaire. Il s'enquiert de l'identité de mes clients. Je réponds que je n'ai pas le droit de m'étendre pour des raisons de confidentialité. Je mentionne seulement que la clientèle du cabinet auquel j'appartiens est essentiellement constituée de multinationales et d'établissements financiers français et internationaux. Voilà qui devrait le rassurer. Il aimerait que je lui remette une carte professionnelle. Je lui tends la carte du cabinet en question, ainsi que celle du barreau de Paris. Il me remercie, s'excuse et prend congé. Je le vois disparaître derrière une porte qui semble mener à un bureau, qui pourrait appartenir à El Al ou à la compagnie qui gère sa sécurité. Le jeune homme revient vers moi quelques minutes plus tard. Il reprend le guide et me dit « En tant qu'avocat d'affaires à Paris, vous gagnez plutôt bien votre vie, non ?» Le caractère incongru de la question me déstabilise un instant. Où veut-il en venir? Je lui explique maladroitement que je n'ai effectivement pas à me plaindre. Je ne comprends pas, ajoute-t-il, si vous gagnez bien votre vie, pourquoi ne pas préférer un des grands hôtels de Jérusalem plutôt qu'une auberge dans la vieille ville? Je lui réponds fermement cette fois. Je ne crois pas avoir à me justifier de mes choix d'hôtel. Je ne vois pas très bien ce qui vous donne le droit de poser de telles questions. Il ne dit rien. Je me sens obligé de poursuivre. Très bien. Si vous voulez tout savoir, l'American Colony, un des grands hôtels de Jérusalem, était hors de prix. Je vais visiter Jérusalem seul. Je ne vois pas bien l'intérêt de prendre une chambre à $400 la nuit. Bien sûr, je comprends. Il me quitte de nouveau. Pour rejoindre la même pièce. Je jette un regard au loin vers mon père. Plongé dans son journal, il ne me voit pas. La zone d'enregistrement est désormais animée. Nombre de mes compagnons de voyage ont déjà enregistré leurs bagages. L'employé de sécurité revient. Ziad. Oui. Avez-vous un autre passeport? Non. Où êtes-vous né? C'est écrit sur le passeport, à Paris. Mais d'où vient votre prénom? Ce n'est pas français. Mes parents me l'ont donné, que voulez-vous que je vous dise? Quel est le prénom de votre père? Jean-René. Celui de votre grand-père? René. Où sont-ils nés? Ils sont nés tous les deux en Normandie, en France. Votre mère? Jeanne. Elle est d'origine libanaise. Nous y voilà. Les yeux de mon interlocuteur se lèvent vers moi. Je m'empresse d'ajouter que ma mère vit en France depuis près de 40 ans maintenant. Êtes-vous déjà allé au Liban?
Oui, mais il y a longtemps. Quand? Juste après la guerre. La guerre avec le Liban, c'était l'année dernière. Pardon, je veux dire la guerre civile. Cela devait être en 1991 ou 1992. Avez-vous de la famille là-bas? Non, je n'ai plus de famille au Liban. Parlez-vous l'arabe? Non, quelques mots tout au plus. Avez-vous des amis libanais? Quelques amis, oui. Mais la plupart vivent en France. Qui sont-ils? Des amis de la fac, des collègues de travail. Je vois. Le jeune homme s'éloigne de nouveau. Je jette un nouveau coup d'œil vers mon père. Cette fois, nos regards se croisent. Je vais à sa rencontre pour lui expliquer la situation. Nous ne sommes séparés que par un cordon de sécurité qui délimite la zone d'enregistrement du monde libre. Il paraît inquiet. Il me fait remarquer que l'interrogatoire dure depuis près d'une heure et demie déjà. Je hausse les épaules. Je lui souris pour tenter de le rassurer. Je rejoins le pupitre où mon interlocuteur me retrouve un peu plus tard. Il m'explique qu'il doit appeler mes deux amis à Tel Aviv. Je feins de ne pas comprendre. Il est à peine 6h30 du matin là-bas. Il m'explique qu'il n'a pas le choix et qu'il est contraint de suivre les consignes de sécurité. Je le prie d'attendre un peu avant de s'exécuter. Il me signale que plus l'heure avance, plus nous prenons du retard pour l'enregistrement. Je n'ai d'autre choix que d'accepter, non sans avoir requis qu'il s'excuse auprès de mes amis. Il s'absente de nouveau. L'agent de sécurité prend bien soin de ne pas téléphoner devant moi. Ce petit jeu est de plus en plus suspect. Il revient 5 minutes plus tard, mes amis ne sont pas joignables. Les gens dorment à cette heure-là, lui dis-je. Il réessayera une nouvelle fois selon ses dires, toujours depuis cette pièce à l'abri des regards, qui suscite maintenant chez moi les affabulations les plus folles. Derrière cette porte soigneusement fermée en permanence, j'imagine le Mossad, le Shin Bet, la CIA, voire la NASA réunis. En train de délibérer de mon sort. À défaut d'entretien téléphonique avec mes amis en Israël, l'employé de sécurité me demande maintenant l'autorisation de fouiller mes bagages. Je lui dis que je n'y vois naturellement aucun inconvénient. Il s'éclipse une nouvelle fois. N'ai-je vraiment rien à cacher? Je suis soudain pris de frissons. Mes effets personnels vont maintenant être disséqués. Vont-ils confirmer les déclarations que j'ai faites jusqu'à présent? Je tente de faire rapidement dans ma tête l'inventaire de ce qui se trouve dans mes valises. Je réalise que mes bagages contiennent un dictionnaire arabe et quelques articles que j'avais publiés dans un magazine égyptien anglophone il y a quelques années. Certains portent sur le conflit israélo-arabe. Je suis coincé. Mais seul, et apparemment pas surveillé, puisque mon interlocuteur est retourné dans sa cachette où ses collègues et lui épluchent, j'en suis persuadé maintenant, toutes les facettes de ma vie. Je me rapproche de mes bagages. Je regarde à droite, à gauche, pour tenter d'évaluer rapidement la situation. C'est Midnight Express. Le front perlé de sueur, quelques doses de hashish scotchées sur l'abdomen, je m'apprête à affronter la douane turque et moustachue. Mon cœur tambourine. J'en ressens l'écho jusque dans mes membres. Même la lumière artificielle du hall d'embarquement m'angoisse maintenant. Pourtant, à cet instant, personne ne semble se soucier de moi. J'ouvre avec un détachement fin le bagage susceptible de me causer préjudice. J'en sors un livre que je fais mine de feuilleter négligemment. En un éclair, je vide le sac des quelques documents suspects et les glisse sous ma veste. Je bipe mon père sur son portable. Il perçoit le signal, lève la tête en ma direction et vient à ma rencontre. Je lui tends discrètement les magazines et le dictionnaire. Il me regarde l'air hagard. Nerveux, je le presse de prendre les documents et de retourner s'asseoir. Après un moment d'hésitation, il s'exécute. J'attends mon bourreau. Je regarde l'horloge. Il est 7h30. Il revient enfin. Il a du nouveau à m'annoncer. Il y a malheureusement la queue au contrôle des bagages. Vous allez vous présenter trop tard pour l'enregistrement. Il marque une pause. Atterré, je suis pendu à ses lèvres. Vous pouvez prendre l'avion, mais vos bagages suivront par un autre vol,
une fois qu'ils auront été contrôlés. Je lui jette un regard sévère. Ne vous inquiétez pas. Ils arriveront sans faute avec le vol de demain. Il marque de nouveau un bref silence. Il se reprend. Non, pardon, vous les recevrez par le vol du surlendemain, vos bagages ne pourront pas partir avant. Shabbat commence ce soir, donc vous ne pourrez récupérer vos bagages à Tel Aviv que dans 2 jours seulement. Nous nous regardons maintenant en chien de faïence. Je décide de mettre fin à cette farce. Il n'est pas question que je laisse mes bagages en votre possession pendant 2 jours, que je débute mon séjour en Israël sans mes affaires et que je sois contraint de repasser à l'aéroport pour les récupérer. Si c'est possible, j'aimerais maintenant récupérer mes valises et être reprogrammé sur le prochain vol. J'espère n'avoir à subir que le contrôle des bagages la prochaine fois que je me présenterai ici, puisque j'ai déjà bien voulu répondre à toutes les questions que vous avez jugé utile de me poser. Le jeune homme s'en va consulter ce qui semble être un supérieur hiérarchique. Après une courte discussion, ils reviennent tous les deux vers moi. Le gradé me dit qu'il est désolé de ces complications et qu'il va se rapprocher d'El Al pour voir si mon billet peut être changé. Je hoche la tête. Il me remet finalement un nouveau ticket. Je suis reprogrammé sur un autre vol 2 jours plus tard, à la même heure. Présentez-vous bien 3 heures avant l'enregistrement, se sent-il obligé d'ajouter. Je ravale mon énervement. Je lui demande juste de s'assurer que je n'aurai pas à subir un nouvel interrogatoire fleuve. Il me garantit que mon nom sera transmis au responsable de la sécurité du prochain vol, pour que je ne perde pas de temps inutilement. Les 2 hommes me saluent. Aussi absurde que cela puisse paraître, je les remercie mécaniquement. Je rejoins mon père. Je lui explique la situation. Il me regarde, abasourdi. Nous rentrons. 2 jours plus tard, nous nous remettons en route. À une heure encore plus matinale. Nous faisons le trajet en voiture, dans un silence ensommeillé. Je donne mon nom à l'arrivée au comptoir. Une jeune femme souriante tente d'amorcer un nouvel entretien. Je l'interromps et lui explique calmement la situation. Elle s'en remet à son supérieur, différent de celui croisé 2 jours auparavant. Je vais pouvoir passer directement au contrôle des bagages. C'est un soulagement. Il se trouve que les vérifications vont être pratiquées dans la fameuse salle, dont l'accès m'a jusqu'ici été interdit. Enfin, je vais être en mesure de percer le mystère, de jauger l'appareil de sécurité israélien de l'intérieur. Je suis invité à passer le pas de la porte, avec mon chariot. C'est un choc. La pièce est minuscule, presque délabrée. Je ne vois en face de moi qu'une vieille machine à rayon X, 3 sièges ont été disposés d'un côté. Le coin opposé de la pièce fait office d'emplacement dédié à la fouille au corps. Un vieux rideau accroché au plafond semble en tout cas l'indiquer. Je m'assieds. L'officier de sécurité me rejoint et m'explique d'un ton toujours aimable qu'une première personne va d'abord se charger de la fouille au corps. Elle s'occupera ensuite en personne de la revue de mes bagages. Entre alors dans la pièce un bel et faible d'une 20aine d'années. Grand, athlétique, les cheveux ras, il me salue. Dans un anglais très approximatif, il m'invite à prendre place dans le petit isoloir que j'avais identifié. L'homme se glisse avec moi dans l'étroite cabine. Il s'exécute méticuleusement, sans rien laisser au hasard. La palpation est réelle et complète. Seules mes parties génitales échappent aux mains expertes du garçon, qui s'intéresse jusqu'aux coutures de mon pantalon. Bizarrement, l'expérience n'est pas aussi traumatisante que je pouvais l'imaginer. La jeune demoiselle s'attaque maintenant à mes 2 bagages. Elle me demande de lui montrer tous les appareils électriques et électroniques que je détiens. Tout y passe. Le téléphone portable, l'appareil photo digital et le BlackBerry, qui retient tout particulièrement son attention. Une fois de plus, c'est sans fin. Voyant l'heure tourner, je demande si quelqu'un peut prendre parallèlement en charge mon enregistrement. Elle m'assure qu'on va s'en occuper. Le passage au peigne fin du reste de mes bagages prend bien une nouvelle demi-heure. Enfin, elle m'avertit qu'elle en a terminé. Je suis chargé de refaire mes sacs.
On me remet la carte d'embarquement. Le précieux sésame à la main, je sors de la pièce et me dirige vers mon père. Celui-ci, qui m'a perdu de vue depuis un bon moment, a du mal à cacher une profonde inquiétude. Je le rassure, je vais pouvoir prendre mon vol. Cette attente interminable lui a laissé le temps d'éplucher déjà à plusieurs reprises le monde de la veille. Le froissement du papier trahit d'ailleurs les multiples manipulations dont le journal a fait l'objet. Alors que nous sommes encore l'un en face de l'autre, juste séparés par le même cordon de sécurité, mon père me tend le quotidien qu'il me propose de lire dans l'avion. À cet instant, alors que le papier n'a pas encore souillé mes mains, surgit derrière moi l'Israélien. Le beau gosse, celui que je croyais rester dans la salle de fouille. Il interpose violemment son corps entre mon père et moi. Non. Il est clean. Il ne peut plus rien toucher. Mon père et moi nous regardons. Effarés. Je comprends alors que le grand garçon ne compte pas me lâcher si facilement. En fait, on m'a attribué une escorte. Un escort boy plutôt, vu le physique avantageux du jeune homme. Il me suit maintenant comme mon ombre. Puisque tout contact physique avec mon père est désormais proscrit, je le salue simplement d'un signe de la main maladroit. Voilà qui vaudra guise de revoir. Tout le reste se fera en couple. Un couple de deux grands bruns aux vaguaires de famille, pas si mal assortis, mais qui suscite les regards étonnés des personnes que nous croisons. La traversée du hall de l'aéroport se fait au pas de charge. Le contrôle de mon passeport également. J'ai l'impression d'être sous tutelle. Il ne me manque plus qu'un pochon en plastique autour du cou, contenant mon billet d'avion et précisant mon identité. Je voulais faire quelques achats au duty-free. Je voulais passer aux toilettes. Je décide de m'abstenir. Évitons l'expérience. Ma liberté de mouvement est désormais sous haute surveillance. Je monte enfin dans l'avion. Mon escorte m'aura accompagné jusqu'à mon siège. Il me salue maintenant de la tête et s'en va. Les autres passagers me dévisagent d'un regard soupçonneux. Je fais mine de ne rien remarquer et prends place à l'endroit qui m'a été assigné. Un passager à l'air bonhomme et familier, juif séfarade à première vue, s'assied à mes côtés. Lui m'adresse un vague sourire bienveillant. Je fais de même et m'effondre quelques minutes après dans les bras de Morphée. Non sans avoir auparavant bouclé ma ceinture. Sécurité oblige. Chapitre 2. Premier pas. Septembre 2007. L'annonce du commandant de bord me sort de mon engourdissement. Bienvenue à l'aéroport Ben Gourion, bienvenue en Israël. Je grimace de manière imperceptible. L'aéroport est moderne. Les affiches à la gloire de l'histoire de l'État hébreu ornent le long couloir qui mène au contrôle des passeports. Un buste de David Ben Gourion, le père de la nation israélienne, accueille les arrivants en Terre Sainte. C'est rapidement mon tour. Après 2 minutes d'entretien à peine, l'officier d'immigration passe un coup de fil. On me conduit dans une salle d'attente. En compagnie d'une poignée d'autres, en majorité arabes, j'y patiente en regardant distraitement un écran de télévision fixé au mur. Je suis appelé une vingtaine de minutes plus tard. Je passe devant un nouvel officier. Même question. Même réponse. Il me demande le nom et les coordonnées de mes connaissances en Israël, qu'il va contacter. Il ajoute qu'il souhaiterait mon numéro de téléphone et mon adresse e-mail, pour des raisons de sécurité. Je comprends que je n'ai pas véritablement le choix, et lui donne mon numéro de portable français, et une vieille adresse électronique que je n'utilise plus. Je suis renvoyé dans la salle d'attente. Où j'attends de nouveau, plus longuement cette fois. Une femme vient enfin à ma rencontre en m'appelant une fois encore par mon prénom. Ziad. Elle me tend mon passeport, tamponné d'un visa de tourisme de 3 mois. Je peux y aller. Je suis autorisé à visiter Israël. Enfin presque, un nouveau contrôle de bagages m'attend. C'est le dernier. Ça y est, cette fois c'est la bonne, j'ai les 2 pieds en Terre Sainte. Je trouve facilement le train en direction de Tel Aviv. Chargé comme une mule, je m'engouffre péniblement dans un wagon. Me voici soudainement nez à nez avec un collège de bidasses de l'armée israélienne.
Je regarde autour de moi. Dans cette voiture, les autres civils se comptent sur les doigts de la main. Passé l'effet de surprise, je trouve un siège libre au milieu de cette ribambelle de gamins vêtus d'uniformes kaki qu'ils peinent à remplir de leur corps encore frêle. L'Uzi, le pistolet mitrailleur de l'armée israélienne, pend négligemment sur l'épaule de chacun de ces soldats et soldates, à peine sortis de la puberté. Ils jouent avec leur téléphone portable. Ça badine gentiment. Ce sont des gamins. Le train s'arrête à la station Haganah. Tout s'explique. Il s'agit apparemment de l'un des camps de l'armée israélienne. Le wagon se désemplit en un instant. J'arrive à Tel Aviv sous un soleil radieux. J'y retrouve un ami israélien qui m'accueille chaleureusement. Tel Aviv me fait une belle impression. La Méditerranée avec un air de Californie. Ce n'est pas beau mais il semble y faire bon vivre. Je profite de l'occasion pour me jeter à l'eau. En cette fin d'été, la plage est déserte et la baignade délicieuse. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'attarder. Les ennuis rencontrés avec El Al et le report de mon départ m'ont obligé à revoir mon programme. Je décide donc de quitter Tel Aviv, la libérale, pour Jérusalem, la religieuse. Je saute dans un taxi. Direction la ville 3 fois sainte. Je m'interroge sur mon chauffeur de taxi. Son visage, son teint brun, ses sourcils épais, son regard foncé, son accent, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un arabe israélien, d'un palestinien. Ou d'un juif séfarade. Je ne sais pas très bien. Mon œil n'est peut-être pas encore suffisamment aiguisé. Je suis tenté d'amorcer la discussion pour approfondir la question. Mais mon taxi, à l'origine encore non identifié, est pour le moment pendu à son téléphone portable avec sa mère. Et rapidement, le paysage défile. Le sommeil me rattrape. À mon réveil, nous sommes quasiment arrivés à destination. Le chauffeur me demande où est situé mon hôtel. Je lui dis qu'il se trouve à la porte de Jaffa. Yafo, me reprend-il en hébreu. D'un coup, mes interrogations sont levées. Notre ami m'indique qu'il est de Tel Aviv. Il ne connaît pas bien Jérusalem. Il se crispe. C'est le quartier arabe là-bas? Me demande-t-il en anglais. Je ne crois pas, la porte de Jaffa n'est qu'une des portes de la vieille ville. Je ne rentre pas dans la ville arabe, moi. Je ne connais pas là-bas. C'est dangereux. Pour tenter de calmer son angoisse, je lui indique qu'il lui suffira de me déposer aux portes de la muraille. Les remparts de la ville s'offrent maintenant à nous. Le taxi me dépose finalement à l'auberge, située à 2 pas. Un jeune Américain à la tignasse rousse et au sourire carnassier m'accueille. Il me souhaite la bienvenue à Jérusalem, The Holy City comme il dit. Je prends possession de ma chambre. Son confort spartiate, sa décoration épurée, paraissent propices à la prière ou à défaut à la méditation. Au train où vont les choses, celle-ci risque de me rattraper sous peu. Malgré la tombée de la nuit, je décide de sortir pour une courte promenade. Mon plan indique l'entrée du souk arabe à quelques pas de l'hôtel. Je m'engouffre dans une ruelle vide et mal éclairée qui a toutes les apparences d'un marché déserté. J'emprunte bientôt un passage sur la gauche. L'endroit est tout aussi calme. Je prends une autre ruelle, à droite cette fois. Mes déambulations sont soudainement interrompues par une interpellation dans une langue que je ne comprends pas. Je me retourne et vois 2 militaires israéliens vêtus de gilets pare-balles et munis chacun d'un pistolet mitrailleur. L'un d'eux se rapproche de moi et me demande en arabe cette fois si je suis arabe. Surpris par la question, je lui dis que je suis touriste, identité plus en phase avec mon état d'esprit du moment. Il me dévisage de haut en bas et m'ordonne de faire demi-tour. C'est Ramadan. Vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est dangereux. Pour les musulmans seulement. Ces mots prononcés dans un anglais à l'accent rocailleux me laissent sans voix. Je me résous à tourner les talons et me remets en route vers l'hôtel. J'aurai bien le temps de voir la vieille ville demain. Réveillé aux aurores, je décide de fuir mon hôtel au plus vite. Un groupe d'évangélistes américains ont envahi les lieux. Entendons-nous bien. J'ai le plus grand respect pour la religion et les croyants. Mon déficit de foi,
triste constat après 10 ans d'éducation catholique, me mène d'ailleurs souvent à vouer une forme d'admiration un peu irraisonnée envers les personnes pieuses. Ce matin pourtant, le brouhaha du réfectoire de l'hôtel m'agresse. Composé avec une trentaine de pèlerins aussi prompts à converser sur le Christ, que je suis lent à décoller mes paupières encore scotchées par le sommeil, est au-delà de mes forces. Me voilà donc parti à l'assaut de Jérusalem, arpentant ses ruelles, plein d'entrain. Dans le prolongement du quartier arménien, le quartier juif m'interpelle par sa propreté et les travaux de rénovation qui s'y multiplient. Après avoir passé un portique de sécurité, je débouche sur le mur des lamentations qui se trouve en contrebas du haram El-Sharif musulman. Tout est résumé ici. Des histoires et des religions mêlées, des batailles menées, au cœur d'un espace ridiculement étroit. La foi en moins, j'ai peur de ne pas être en mesure de ressentir toute l'extraordinaire évocation de l'endroit. À défaut, en ces lieux, j'ai un premier aperçu de la difficile cohabitation entre les communautés. Je m'appesantis devant le mur des lamentations. La foule rend le lieu peu propice au recueillement. Il est pourtant lumineux. Il est fascinant de voir ces croyants prier devant le mur. La scène qui se déroule devant mes yeux est intemporelle. Elle se répète depuis des années, des décennies, des siècles. À l'inverse, le Saint-Sépulcre que je rejoins un peu plus tard me déçoit. Bondé de touristes, en grande majorité sud-coréens ce jour-là, il perd tout attrait du fait du cirque qui s'y déroule. Je suis affligé par le peu de spiritualité dégagée par le site. À 2 pas de là, un monastère tenu par de vieux patriarches éthiopiens est par sa simplicité et son dénuement bien plus évocateur. Le chemin de croix, ses petites chapelles et églises sont également plus touchants. S'il n'était gâché par l'omniprésence de l'armée, le cheminement sur les pas du Christ en deviendrait presque signifiant. Je déjeune dans le quartier chrétien sur une terrasse extérieure qui surplombe la vieille ville. Le dôme du rocher, sa majesté et sa dorure captent mon attention. Il est le point de repère le plus visible de la ville. Seule la visite de l'esplanade des mosquées manque encore à mon baptême touristique jérusalémite. Je me remets en marche. Après quelques errements dans les lacets des ruelles, je trouve l'une des portes du lieu de culte musulman. Un poste de contrôle de sécurité israélien me fait face. Je suis arrêté par un des 2 militaires présents sur les lieux. Il m'adresse la parole en hébreu, puis en anglais. Il veut savoir où je vais. Je lui explique que je souhaite visiter l'esplanade des mosquées. Il me demande mon passeport. Je le lui tends, et il s'arrête naturellement sur mon prénom. Ziad, arabe. Musulman. Je lui indique que mon nom est Ziad Klo, que je suis français, né à Paris, et que tout cela est écrit sur mon passeport. Il esquisse une geste d'énervement et grommelle, plus agressif. Tu es musulman? Quelle est ta religion? Je lui explique que je ne vais pas à la mosquée pour prier, mais juste pour visiter le site, en touriste, après m'être rendu sur le mur des lamentations et au Saint-Sépulcre. Il ne me lâche pas, mais Ziad, c'est musulman? Ton père est musulman? Je comprends alors que l'entrée n'est peut-être ouverte qu'aux croyants. Je bafouille un vague mensonge. Mon père est chrétien mais ma mère est musulmane. Fatiha, me dit-il, tu connais Fatiha? Je grimace en signe d'incompréhension. Mais qui est donc cette Fatiha? Fatiha? Répète-t-il encore. Je comprends alors que le soldat me demande de réciter la Fatiha, la sourate d'ouverture du Coran. J'ai de vagues réminiscences de la prière apprise un jour en cours d'arabe. Je commence à réciter. Bismillah al-Rahman al-Rahim, Alhamdulillah Rabbi Seltalamin. Je m'interromps brusquement, rattrapé par un soudain sentiment d'humiliation. Le militaire israélien m'a poussé à mentir sur ma religion, à réciter une prière, pour accéder à un lieu saint musulman dont il contrôle l'accès. Je reprends mon passeport des mains du soldat. Il me regarde, interloqué. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus y aller. Une nouvelle fois, je suis contraint de rebrousser chemin. Il est maintenant tard. Il faut que je rentre à l'hôtel. Je fais part de mon expérience au réceptionniste américain, qui est surpris de mon insistance à vouloir me rendre sur l'esplanade des mosquées.
Il me précise qu'il y a sans doute des heures d'ouverture uniquement pour la prière. Il faut se renseigner. Je repère dans mon guide une autre entrée qui est ouverte au public avant la prière. Demain, je me lèverai tôt pour être sûr d'y accéder. Je me présente à l'entrée de l'esplanade des mosquées située près de la Porte des Lions, le lendemain, bien avant l'heure de la prière. J'y retrouve cette fois 3 soldats israéliens. Manque de chance, 2 d'entre eux sont les mêmes que ceux rencontrés la veille. Ils m'accueillent avec un sourire en coin. Ils m'ont reconnu. Nouveau contrôle de passeport. Alors Ziad, tu es musulman ou quoi? Irrité, je réponds que, hors des horaires de prière, cette porte est censée être ouverte aux touristes. Une discussion totalement infructueuse s'engage. Je fais le pied de grue devant la porte alors que quelques Palestiniens accèdent, eux, à l'esplanade. Ce sont des personnes âgées. Ils ne sont pas contrôlés. Je rumine, exaspéré. Le 3e militaire qui nous regardait du coin de l'œil depuis un moment, vient maintenant se mêler à l'affaire. Il est beaucoup plus agressif. Son arabe est parfait. Il a l'air arabe d'ailleurs. Il m'explique que je n'ai rien à faire ici si je ne suis pas musulman. Il ajoute que si je veux voir l'esplanade, il faut passer par l'entrée située à côté du mur des lamentations, comme tout le monde. Je quitte les lieux énervé et décide de retourner au mur pour emprunter ce point de passage que je n'ai pas remarqué lors de ma visite de la veille. Là-bas, un autre soldat m'indique une passerelle suspendue, à quelques dizaines de mètres de l'entrée du mur des lamentations. La coursive est ultra sécurisée. J'y croise des militaires israéliens en nombre, mais aucun touriste. Je passe sous un portique et accède finalement à l'esplanade des mosquées, à l'issue de ma 3e tentative. Le Haram el-Sharif est à ma droite, le dôme du rocher à gauche. Entre les deux, une cour large et dégagée est plantée de quelques arbres. Je m'y arrête un instant, avant de me diriger vers l'entrée du haram. Alors que je m'apprête à enlever mes chaussures, je suis interpellé en arabe. Celui qui semble être le gardien de la mosquée me demande d'où je viens. Je lui dis que je suis français. Il me souhaite la bienvenue, mais me demande si je suis musulman. Autant mentir aux militaires ne me posait pas de difficulté, autant je suis réticent à pécher à l'entrée d'un lieu saint. Je tente de l'amadouer en lui disant que mes parents sont chrétiens, mais que nous, chrétiens, musulmans, juifs, partageons le même livre saint. Le gardien me dévisage. Il m'oppose un refus. J'insiste. Il se braque, nerveux, et m'ordonne de passer mon chemin. À bout, je vais m'asseoir un peu plus loin. Je suis dépité. Trop grand, habillé à l'occidental, j'ai l'impression d'être coupable d'un délit de sale gueule. Je jette un regard circulaire autour de moi. De l'autre côté de l'esplanade, des enfants chahutent à la sortie des madrasas. Plus près, 2 Palestiniens employés du Waqf sans doute jardinent. L'un d'eux me salue d'un hochement de tête. Je saisis l'opportunité pour lui demander pourquoi l'entrée du haram est fermée aux non-musulmans. Il me dit qu'il est désolé, mais que l'entrée est interdite aux touristes depuis la venue d'Ariel Sharon sur les lieux en 2001. La provocation avait précipité la seconde intifada palestinienne. Depuis, le Waqf est intransigeant. Toute visite de non-musulmans ne peut se faire sans autorisation spéciale. En dépit d'une frustration certaine, je me décide à rejoindre Ramallah. Je prends un taxi à la porte de Damas, côté Jérusalem-Est. Jovial, le chauffeur palestinien multiplie les salam aleik. Pour la première fois depuis Tel Aviv, je retrouve le sourire. Ramallah n'est qu'à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Elle se situe quasiment dans la continuité de la ville sainte. À l'approche de ce qui semble être un barrage israélien, mon chauffeur fait soudainement demi-tour pour prendre une route de traverse qui descend abruptement. D'un coup, nous sortons des sentiers battus. La route, dont l'asphalte était jusqu'alors parfaitement entretenu, laisse place à un chemin anciennement goudronné où le taxi fait maintenant tous ses efforts pour éviter les nids de poules, malgré l'étroitesse de la chaussée et les voitures qui arrivent en contresens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.